Amis auditeurs, bienvenue à cette édition de notre programme. Nous allons nous excuser grandement pour ces grands retards, presque une heure de retard. Ce n'est pas de notre faute, mais ce sont des problèmes techniques, surtout pour notre invité qui a eu beaucoup de difficultés pour se connecter. Puisqu'il faut le dire, il pleut abondamment à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, alors avec les conséquences que la connexion devient difficile et aussi l'électricité. Nous nous excusons encore une fois de plus à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Je ne suis pas seul aujourd'hui pour vous présenter cette émission, c'est avec notre présentatrice et complice de chaque jour, Patricia, bonsoir. Bonsoir Père Jean-Pierre, bonsoir Voilà. à nos éditeurs, ravi d'être là encore une fois. Voilà, merci pour la fidélité pour nos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous avons annoncé notre invité et c'est Monsieur Isaac Mukendi qui est bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Nous sommes en République démocratique du Congo. Bonsoir, activez votre micro, bourgmestre. Je crois qu'il n'est pas bloqué avec le problème de connexion déjà, puisque je vois qu'il est fixe. Espérons que ça va vite aller, sinon vous allez nous comprendre. Ok, bonsoir, Monsieur Isaac Mukendi. Bonsoir, cher père, et tous nos téléspectateurs. Ah, voilà. Bonsoir. Alors, une fois de on plus, vous m'entendez? Voilà, nous allons nous excuser vraiment auprès de nos téléspectateurs, puisqu'ils doivent être un peu patients. Déjà, vous avez entendu pendant une heure, pardon, et ça sera encore le cas, puisque comme il pleut à Kinshasa, la connexion n'est pas tout à fait bonne. Donc, nous demandons votre clémence pour nous. Allez. Alors, merci beaucoup, Monsieur Isaac Mukendi. Et on pouvait aussi, si on n'anticipe pas son parcours, on pouvait déjà aussi l'appeler maître, puisque souvent on oublie. C'est quand on a vu son parcours que c'est un juriste de formation. Alors, il va faire des va-et-vient, puisque la connexion est compliquée, mais le plus important, qu'il soit là et on va être vraiment clément, comme je l'ai dit. Alors, Patricia, on commence par le parcours normal comme nous faisons pour nos émissions. Oui, bien sûr, le parcours normal. En tout cas, j'espère que l'invité nous entend parce que j'ai l'impression, je vois le signal chez lui, ça donne pas très bien, mais en tout cas, s'il m'entend, en faisant un petit peu des recherches pour préparer cette émission, j'ai vu qu'il était né à Limete. Et donc, ma première question est, vous êtes né à Limete, là où vous avez exercé jusqu'aujourd'hui vos responsabilités, un petit peu en regardant votre CV. Pouvez-vous vous présenter brièvement avant que nous entrions, en tout cas dans votre parcours professionnel et dans vos responsabilités publiques? Très bien. Je dis d'abord bonsoir à tous nos internautes, à vous, très cher père Ojoko, Madame Patricia également. Merci de me convier. En tout cas, c'est un honneur que de participer à ce dialogue avec. C'est une première et j'espère que ce ne sera pas la toute dernière fois. Et surtout un honneur que je sois convié par le père Bojoko, qui d'ailleurs a fait ses bons offices aussi à celui qui est notre chef de l'État. Moi, j'ai retransmis cette interview que vous avez réalisée avec le président il y a quelques années comme ça, et pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être convié Il y a dans 6 ans exactement, oui. Alors, pour ma personne, comme vous avez demandé que je me présente, je suis Isaac Mukendi Chishimbi, parcours académique, certes. Je suis licencié en droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, l'université de Kinshasa ici à Kinshasa, bien entendu. Et c'est depuis 2018. Ensuite, j'ai fait d'autres études post-universitaires, notamment au collège
de défense où j'ai été en de la section de ce collège de haute études et politique et sociale, et je veux économie sociale et des fiscalités dans les entités centralisées notamment. Et là, c'est un peu mon parcours, mon parcours professionnel. Je suis après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. J'ai prêté serment en septembre 2022 et depuis 2023, nommé par ordonnance présidentielle aux fonctions de bourgmestre. L'Imité est l'une des 24 communes de la capitale Kinshasa et elle est située au centre. Et c'est la commune qui a le parcours politique de notre leader, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je suis très fier aujourd'hui d'être aux commandes de cette commune, pas seul, parce que je suis avec ma titulaire, une femme du nom de Madame Nathalie Alamba-Feza, avec qui nous dirigeons bien sûr cette emblématique commune. Bien qu'avec tous les défis, comme on le sait dans la capitale actuellement, les défis sont énormes. Alors, en 2023 aussi, souffrez que ma présentation soit un peu plus longue. Je ne sais pas extraire certains détails. En fait, ce qu'on fait d'habitude, en fait, c'est que juste vous allez vous arrêter là et qu'on va peut-être vous poser des questions sur ce que vous avez déjà. Je voulais juste ajouter que je suis un élu local aussi. Donc, j'ai été élu conseiller communal délimité en 2023. Voilà ce que je voulais comprendre. OK. Merci beaucoup pour la particularité. Mais je pense que Père Jean-Pierre, ou bien oui, Père Jean-Pierre, tu peux avoir une question par rapport à ce qu'il a dit déjà, ou on continue? Voilà, un peu d'air rapidement pour ramasser un peu ses études. Et il a effectué ses études de l'école primaire, je crois, dans des écoles, si j'ai bien saisi dans son CV. D'abord au collège cartésien, puis toujours à l'école secondaire, et il a été aussi au groupe scolaire de Moamba, qui a formé beaucoup de gens, Moamba quand même. Félicitations à Oui, l'actuel VPM avant de l'Intérieur, Moamba. Voilà. L'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a été aussi au Moamba. Madame Nicole Boacha, directrice du cabinet adjoint du chef de l'État, Moamba aussi, donc ce n'est pas... Donc ça a déjà une bonne renommée, ça a formé beaucoup de gens. Félicitations. Alors, et puis vous avez obtenu votre diplôme d'État en 2014. 2014, bon, ça fait déjà 12 ans. Oui, en 2014, effectivement. Voilà, en 2014. Alors, maintenant ma question est celle-ci. En quoi, comment dire, en quoi ces premières années des études, mis à part d'abord mettre tous les moments, le secteur universitaire, en quoi ces premières années comme ça d'études ont façonné votre vie et votre éducation, et a nourri aussi, disons, puisque c'est souvent à ce niveau-là qu'on garde de bons souvenirs et ça marque une personne pour la suite de sa vie. Comment ça vous a façonné, et puis disons par rapport à l'éducation, et puis aussi nourrir peut-être votre ambition pour faire les études de droit, et puis pour aspirer à faire la politique. Ça vous a marqué ces années? Bien sûr, j'y ai passé 5 ans de ma vie. Je continue d'ailleurs encore de passer quelques années de plus avec mes études de master. Et donc, je pense que chacune des étapes de ma formation scolaire et même universitaire est partie d'un détail important. Bon, vous savez, lorsque l'on est, les parents nous orientent toujours dans des bonnes écoles. C'est pour que nous obtenions une formation assidue. Bon, vous allez m'excuser peut-être pour l'école primaire, je n'ai pas eu de choix. Je reconnais quand même que c'est mon père qui a voulu à ce que, voilà, que je sois dans une bonne école et que j'apprenne l'anglais, parce que le collège cartésien de Kinshasa, à l'époque, c'était l'une des rares écoles privées qui formait les élèves dès les basses classes à la langue, l'anglais. Et puis après, c'était l'espagnol, et puis voilà. Et j'ai rejoint le Moamba, bien sûr, parce que c'était aussi
une des écoles, comme j'ai dit, qui formait assez bien, surtout dans la zone centre, hein, parce que j'ai pratiquement évolué dans le centre de Kinshasa, Limete, Lemba, ainsi de suite, bref, dans le Moamba. Et donc, c'est l'une des rares écoles aujourd'hui qui forment des élites. Et donc, je suis allé toujours à la quête de l'excellence et j'ai embrassé les humanités littéraires parce que j'aimais bien les lettres. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, je faisais, il y a cette anecdote que mon père m'a toujours racontée, c'est que je voulais devenir le conseiller juridique de la Bralima. Excusez-moi, je ne fais pas la publicité, mais c'est ce que j'ai répété, ça fait partie de mon histoire. Lorsque j'étais tout petit, les conseils juridiques de quoi? de la Bralima. Je disais ça Ah, comme ça, tout petit, sans savoir à quoi je m'attendais. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait, mais je voulais gérer tout ce qui avait trait au droit de cette société. Je ne sais pas, peut-être parce que j'étais très fan de sa boisson sucrée. Et c'est là que ça nourrit, bien sûr, mon envie de faire le droit. Et tout petit, mon père m'a aussi, ayant compris ma passion, a commencé à mettre à mes côtés certains ouvrages de droit, vraiment des ouvrages basiques. Je me rappelle quand j'étais à peine aux humanités littéraires, je savais déjà rédiger un contrat de bail, je savais rédiger un contrat, de différents types de contrats. Je m'habituais à certaines clauses de droit et c'est ce qui a aussi mûri cette envie mon envie de faire le droit. Et après, je suis allé bien sûr aux humanités, enfin, j'ai terminé aux humanités littéraires et j'ai embrassé la carrière, le cursus académique à la faculté de droit. Et c'est là que, à l'université, bien sûr, mon envie s'est mûrie et je commence à comprendre que notre monde était entouré de plusieurs inégalités sociales et que les démunis, les personnes qui n'avaient peut-être pas de soutien, avaient besoin de cette assistance aussi. Il m'est arrivé plusieurs fois d'assister certaines personnes alors que je n'étais pas encore avocat, alors que je n'avais que quelques connaissances en droit, bien sûr, pour éradiquer certaines inégalités. Là où les faits étaient clairs, mais parce qu'on n'est pas juriste, parce qu'on ne connaît pas les normes et les règles de droit, on pouvait se voir être roulé. Il m'arrivait souvent d'être aussi au devant dans certains cas qui opposaient des camarades de classe, des camarades d'auditoire, ainsi de suite. Tout c'est dans le but de faire régner, bien sûr, l'ordre le plus favorable et faire respecter la norme. Et c'est ce qui a développé davantage mention pour ce secteur ou pour ce domaine, le domaine de droit. Je couvre le droit économique et social et je suis aussi passionné par des questions économiques, les droits des affaires, ainsi de suite. C'est là que je m'oriente vers le droit économique et social. Je termine là. Mais l'ironie du sort, aujourd'hui, j'évolue dans une profession qui, a priori, est celle de ceux qui ont fait le droit public, parce que j'occupe des fonctions publiques aujourd'hui. Mais quoi qu'étant dans la branche des affaires, j'ai quand même eu cette aptitude d'avoir des connaissances approfondies sur des matières de droit public, le droit constitutionnel, le droit administratif, contentieux administratif. C'est ces cours pour lesquels j'obtenais des très bonnes notes et je pense que c'est ce qui a un tout petit peu défini mon orientation vers le secteur public. Et ça fait à peu près, je vais dire, depuis 2021, ça va faire maintenant 5 ans exactement que j'évolue dans le secteur public. Donc, je travaille pour l'État. Mhm, mhm, mhm. Est-ce que mon micro est allumé, moi? Oui, mon Oui, micro c'est est allumé allumé. maintenant. Merci, vous nous avez un petit peu devancé en fait, hein, parce que je voulais vraiment savoir, ce que j'ai vu d'ailleurs dans votre parcours, qu'en 2019, vous obtenez une licence de droit, droit économique et social à l'UNIKIN, comme vous venez de le préciser, et d'ailleurs avec distinction. J'ai demandé, on m'a dit que vous êtes un élève très assidu et discipliné, Ça, donc vous avez c'est le père obtenu votre Jean-Pierre qui vous a soufflé ça. avec distinction. Donc vous poursuivez Merci. ce troisième cycle en droit des affaires, mais Ouais. pour parler un petit peu plus de ça, parce que vraiment notre mission ici, c'est vraiment pour motiver les jeunes, pour Ouais. servir en tout cas de vecteur pour une sorte de motivation à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre directement vers ce secteur-là et aussi vers le post-graduat? Ben, c'est comme je l'ai dit, hein, lorsque je suis arrivé en G3, il fallait voir. Bon, c'est vrai que
sais pas s'il y a des juristes parmi nous ou ceux qui nous suivent en ligne, ils vous diront qu'il y avait toujours cette polémique entre ceux du droit privé, droit public, droit économique, ainsi de suite. Et moi, en faisant ce choix, j'ai essayé d'analyser. J'ai vu que j'avais beaucoup plus d'avantages, comme j'étais déjà un peu plus assidu sur des matières purement de droit public et certaines matières de droit privé. Et c'est ce qui m'a permis de jauger et de comprendre que je pouvais être à cheval. Pour ceux qui connaissent le droit économique et social, c'est un peu du mix, du droit un peu de public, un peu de privé. Et c'est ce qui m'a orienté pour que finalement j'opte pour le droit des affaires et que je sois passionné de tout ça. Mais aussi avec l'adhésion de la République démocratique du Congo, notre pays, depuis 2012 à l'OHADA, c'est ce qui m'avait forgé encore davantage à m'orienter effectivement en droit des affaires parce qu'avec le droit communautaire au OHADA, c'était un droit nouveau, il n'y avait pas beaucoup d'expertise là-dessus, ce qui a fait que durant mon graduat et ma licence, j'ai travaillé tour à tour sur ce droit-là, le droit au OHADA, qui donc organise le droit des affaires actuellement, que ce soit sur le plan juridique et sur le plan judiciaire. Et c'est ce qui a même occasionné la transformation de plusieurs entreprises publiques de l'État qui autrefois étaient du régime public, mais aujourd'hui sont du régime privé. C'est pourquoi vous verrez sur certaines entreprises publiques, c'est devenu, je donne un exemple, Régie des eaux SA, SNEL SA, Onatra SA, c'est à cause de cette transformation des entreprises publiques du fait de notre adhésion à l'OHADA. Donc, c'est un peu de tout ça qui m'a motivé, bien sûr, à m'orienter vers le droit des affaires. Et j'y suis pleinement aujourd'hui avec un peu, ça me permet effectivement de bien appréhender ma vie professionnelle, bien que je sois dans le secteur public et que je serve l'État. D'accord, merci beaucoup. Très inspirant, merci. Père Jean-Pierre? Oui, alors, on sait aussi que vous avez fait pas seulement le droit, hein. Après, vous êtes passé par le centre de hautes études de sécurité et de la Le collège de hautes études défense. de stratégie et de défense. Voilà. OK. Et puis aussi, vous avez, disons, beaucoup d'autres formations complémentaires qui a nourri votre discipline d'ailleurs personnelle. Mais ma question, ça concerne un peu votre carrière qui est liée à votre formation. En 2022, vous avez prêté serment et vous vous êtes, disons, inscrit au barreau de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Alors, que représente cette étape de vie, puisque beaucoup de jeunes qui ont fait le droit, quand ils prêtent serment, c'est une fierté. Pour le moment, avec les réseaux sociaux, ils affichent ça pour vous montrer maintenant avec leur numéro, puisqu'il y a toujours des numéros pour les avocats. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que ça représente, cette étape de votre vie, tant au niveau, je dirais, professionnel que personnel, puisque auparavant, il y avait des métiers comme ça qui faisaient rêver les gens. La médecine et les avocats. Donc, surtout, les noms là qu'on vous colle, M et là, M et là au début. Voilà. Que, bon, à part les ingénieurs qui mettent aussi ça, les médecins, ainsi de suite, mais c'est une fierté pour les avocats de voir devant leur dos comme un avocat, du point de vue d'abord professionnel, évidemment, et puis aussi du point de vue personnel. Très bien, merci pour votre question, cher père Jean-Pierre. Le droit, comme je l'ai dit, c'était une passion infantile. Je l'ai développé davantage au fur et à mesure que j'évoluais dans notre société. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi pour les besoins de rétablir la justice parmi nos peuples. L'avocat, comme vous l'avez dit, quand on dit qu'on est maître, c'est-à-dire on est maître de ses idées, on est maître de soi-même, maître de ses opinions. C'est pourquoi vous verrez que ceux qui ont des natures, enfin ceux qui sont avocats, naturellement, même s'ils occupent d'autres fonctions, ils se reconnaissent d'abord en tant que tels. C'est-à-dire l'avocat, il est maître de ses opinions, maître de ses pensées, et c'est-à-dire selon lui, au-dessus de lui,
il n'y a que le droit et en dessous, c'est lui. Et donc, c'est aussi cette chose, comme je l'ai dit, ce besoin de rétablir la justice parmi les peuples ou dans notre société, ce qui m'a motivé aussi à prêter serment à devenir avocat. Mais aussi, hein, il faudrait que je le signifie, que c'est aussi par cette passion. Mais cette passion qui s'est métamorphosée au fur et à mesure que, bien sûr, j'ai découvert divers horizons de notre vie sociale. Peut-être pour d'autres, ça peut paraître une certaine mode, mais c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de restrictions parce que l'avocat est soumis à un certain ordre déontologique. Vous avez parlé ici de l'ordre et c'est ce qui nous a forgés. Hein, surtout que le barreau de la Gombe, pour ceux qui le savent, c'est un barreau très exigeant. Je veux vous dire, j'ai passé mon test en 2021, en juillet, mais je n'ai prêté serment qu'en 2022, en septembre. Mais sans vous couper, est-ce que ce n'est pas aussi le barreau le plus saturé puisque tout le monde voudrait être au barreau de la Gombe? Non, il n'est pas saturé, je ne pense pas. Comparé à Matete peut faire un effectif 3 ou 4 fois plus que le barreau de la Gombe. Et donc, c'est un barreau très exigeant qui regarde tous les moindres détails sur ceux qui veulent bien faire partie de ces barreaux. Et comme je suis un habitué des défis, je ne rêvais, je ne jurais que par être, figurer parmi les avocats de ces barreaux. Bon, quand on est encore en stage, c'est la liste. Lorsqu'on a fini sa période de stage, on est inscrit au tableau. Donc, ma passion, c'était bien sûr de figurer sur le tableau du barreau de la Gombe. Mais ce n'était pas tâche facile, c'était un réel défi parce qu'il fallait respecter à la lettre toutes les conditions qui avaient été requises. Pour le concours, j'étais parmi les 6 premiers, si je ne m'abuse, j'étais le 6e lors de notre concours. Mais il m'a fallu une année, bien sûr, pour rassembler tout ce qu'il fallait. Ces barreaux est très exigeant, même dans les CV. Lorsqu'il y a un S de plus, eh ben, on déclasse ton dossier, il faut aller reprendre encore à zéro. Et c'est cette envie de défi qui m'a permis d'espérer et de faire finalement partie de ce barreau. J'ai prêté serment le 27 septembre 2022. Mais aussi, hein, j'ai peut-être pas évoqué ce cours, ça doit être quelque chose d'éphémère. J'ai aussi concouru pour l'ENA, l'École nationale d'administration, on en parle de plus en plus. C'est que l'ENA, à mon année, avait organisé un concours. Et comme à chaque fois qu'on était à l'université, lorsqu'il y avait le concours de l'ENA, ils affichaient le communiqué dans nos valves. Alors je me disais, mais c'est quoi l'ENA, tout ça? Et lorsque j'ai questionné auprès de certains camarades et même certains de nos aînés promotionnels, ils ont dit, mais l'ENA, c'est pour y adhérer, il faut d'abord être licencié. Bon, je suis devenu licencié. Je voulais aussi faire partie de l'ENA. Et lorsque le concours avait été annoncé, j'ai concouru. Et à mon époque, le premier recrutement devait retenir 100 candidats pour la session de l'ENA. Je crois que c'était la 8e promotion. Nous avons concouru, nous étions à 12 000. Et sur les 12 000, au premier tour, on élimine. Nous sommes restés à peu près 350. J'étais parmi. Et pour la deuxième phase orale, nous étions confrontés à un jury. J'ai aussi participé. J'étais parmi les 100 énarques qui avaient été la 8e promotion, dénommée promotion Simon. Et lorsqu'on a commencé les cours à l'ENA, parce que l'ENA c'était à temps plein, en novembre 2022, finalement, il aura plu à la plus haute autorité du pays, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous porter aux fonctions de bourgmestre adjoint de la commune de Limete. D'ailleurs, cette nomination avait vraiment fait parler à l'ENA parce qu'il se disait, mais comment quelqu'un qui vient pour apprendre l'administration et il est nommé numéro 2 d'une administration qu'il est censé apprendre? C'était aussi un autre défi pour moi et j'ai relevé ces défis aujourd'hui sans faire une fausse modestie. Je marque quand même les empreintes et sur les ABC de l'administration, avec ma formation de juriste, ça m'a permis de bien m'en sortir. Et aujourd'hui, si je suis d'ailleurs convié, c'est à cause, bien sûr, de cette manière de faire qui nous distingue davantage et qui nous permet aussi d'apprendre parce que la vie, comme on le dit tous les jours, c'est un éternel apprentissage. Merci, merci. D'accord.
Donc, parlons un petit peu de... Vous m'excusez, Père Bojoko, vous vouliez poser une question? Non, 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 non. Justement, c'est vous, hein. Ok, C'est votre ok. tour. Donc, parlons un petit peu de, après avoir été nommé bourgmestre adjoint de Limete, concrètement, en fait, quand on parle de bourgmestre adjoint de Limete, brièvement, et bien sûr, vous n'allez pas tout nous dire ici, mais on n'a pas. Quelles sont les missions d'un bourgmestre pour expliquer un petit peu à nos éditeurs quelles sont les missions d'un bourgmestre et comment, en fait, vous avez accueilli cette responsabilité? Alors, merci pour la question, Madame Patricia. Pour répondre à celle-ci, bon, je vais d'abord commencer par l'accueil de la nouvelle. Ensuite, je vais expliquer en long et en large, mais de manière concise, hein, pour ne pas être trop évasif, les missions d'un bourgmestre. Ce que la nouvelle était tombée, c'était dans la nuit, je me rappelle, c'était la nuit du 25 au 26 novembre, puisque l'ordonnance avait été prise le 18 novembre, mais publiée, enfin, lue à la télé dans la nuit du 25 au 26. Et je me suis réveillé à 1 heure, mon téléphone sonnait, j'ai vu à peu près 27 appels manqués, je ne savais pas pourquoi. Et lorsque je consulte, j'avais peur, je me disais, mais est-ce que j'ai perdu un membre de la famille? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et soudain, lorsque je me connecte sur mon application WhatsApp, je vois des félicitations, je vois même certains amis qui avaient eu la possibilité d'enregistrer, ils ont enregistré cette séquence et me l'ont envoyé. Donc, je ne l'ai jamais lu à la télé de manière directe. C'est lors de la rediffusion, bien sûr, que j'ai pu voir sur Internet. Donc, même à la télé, la RTNC n'avait jamais retransmis pour une seconde fois. Et c'est comme ça que j'avais appris la nouvelle. Et de manière très étonnante, j'ai vu que c'était à la tête, celle avec qui nous étions nommés, c'était une femme avec qui nous avons lutté, bien sûr, au sein de mon parti politique, Madame Nathalie Alamba, que je salue d'ailleurs en passant. Et c'était déjà quelqu'un que je connaissais. Ça a été beaucoup plus simple que nous abordions même les prémices, hein, avant que nous entrions dans la gestion. Donc, c'était une nouvelle que j'ai apprise comme ça. Et c'était du fait aussi de la lutte, bien sûr, que nous avons effectuée au sein de l'UDPS, parce que moi, j'ai adhéré de manière, je vais dire, de manière officielle à l'UDPS en 2014, alors que je devenais, je crois, une année après que je devienne majeur, parce que vous savez, les partis politiques ne savent pas aligner les mineurs. Mais en étant en âge de majorité, du fait aussi de l'engagement de mes parents, j'étais un naturalisé UDPS parce que, bien sûr, avec notre leader Maximo, on le voyait un peu partout, on suivait beaucoup d'émissions et on participait certaines fois à des matinées politiques. Et nous, notre lutte, nous l'avons menée en grande partie à l'université, bien que l'université était apolitique, mais puisque nous avions euh, un idéal, c'était celui de la restauration de l'état de droit et de lutter contre les inégalités que vous connaissez bien et qui ont rongé très longtemps notre parti, notre pays, allais-je dire, et c'est ce qui a motivé que nous menions cette lutte. Nous avons effleuré plusieurs fois certaines exclusions définitives, hein, à l'université, et parfois il fallait se cacher. Lorsque nous étions au home pour nous réunir, un petit groupe de ceux qui étaient de l'UDPS, et c'était pas évident. Et donc, c'est du fait de cette lutte au sein du parti qui a fait en sorte que nous soyons portés à ces fonctions. Alors maintenant, pour revenir à l'autre volet de la question, un bourgmestre, c'est une autorité locale. Je vais peut-être essayer d'expliquer. C'est que dans notre pays, comme nous le savons, nous sommes un État unitaire décentralisé. Donc, l'État, sous sa forme, on est uni, c'est-à-dire le Congo uni du haut de ses 26 provinces. À l'époque, c'était 11. Aujourd'hui, nous sommes à 26 provinces. Et toutes ces provinces forment un État de manière unitaire. Le système de gestion est celui de la décentralisation, opposé à la déconcentration ou au fédéralisme ou ainsi de suite. Les modes de gestion divers selon qu'il s'agit d'un État ou d'un autre. Chez nous, en République démocratique du Congo, c'est la décentralisation. Et cette décentralisation est consacrée dans la Constitution, à l'article 3 de notre Constitution, qui donc est cet article qui consacre de manière fondamentale la décentralisation comme mode de gestion des entités en République démocratique du Congo. Et les entités, du fait de la décentralisation, sont de 4 ordres. Il y a la ville, la commune, les secteurs et la chefferie. Si vous allez à l'article 3, vous allez voir que
ces entités sont reprises et chacune a un fonctionnement propre, autonome. Elles ont une autonomie financière, autonomie de gestion, autonomie administrative. Eh bien, l'idéal, c'était de ramener le pouvoir public au niveau le plus local possible. Au lieu que tout soit concentré au niveau central ou au niveau des provinces, avec ce système de gestion, ça permet à ce que le pouvoir soit géré ou certaines euh, gérées par Il ces y a, quatre entités. Et nous le savons, euh, dans les provinces. Attendez, où j'ai un souci de connexion. oui, il y avait un petit souci. Maintenant, ça semble marcher. Vous nous attendez? Effectivement, il y a un petit souci de connexion. Espérons que ça va vite marcher alors qu'on ait quand même la chance. Hein. Ça a marché pendant déjà une trentaine de minutes hein, avec la pluie. Je peux Alors, poursuivre? vous nous attendez? Vous m'entendez bien? Oui, oui, maintenant ça va. Maintenant ça va déjà. Ça va. De notre côté, ça va. Hein. Je ne sais pas si vous nous attendez. Je crois que ça se comprend avec la pluie qui a eu lieu à Kinshasa. C'est normal qu'on ait un petit souci. Je crois que ça ne va pas beaucoup traîner. Hein. Voilà. Il est Vous revenu. m'entendez? Voilà, OK. Ça marche maintenant. Oui. Très bien. Je ne sais même plus à quel moment vous ne m'entendiez plus pour que je ne On n'a répète pas pas. raté grand-chose. On n'a pas raté grand-chose en fait. Ah, la décentralisation. La décentralisation. Bon, j'ai parlé des entités. Nous avons la ville. Bon, cette réalité, elle peut être mieux cernée lorsqu'on est à l'intérieur des provinces parce qu'ici, la ville de Kinshasa se confond à la province, ainsi de suite. Je vais prendre l'exemple du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga a deux villes principales. Il y a la ville de Lubumbashi et la ville de Likasi. Ce sont les deux principales villes du Haut-Katanga. Et de par nos lois, la ville, c'est une agglomération qui peut contenir au moins 100 000 habitants. Donc, lorsque vous êtes dans un territoire donné ou lorsque l'État remarque que dans un territoire donné, il y a à peu près 100 000 habitants, on peut déjà y ériger la ville. Donc, ce territoire peut avoir le statut de ville. Et pour les communes, c'est au moins 20 000 habitants. Donc, quand sur un territoire donné, l'on remarque qu'il y a déjà au moins 20 000 habitants, et bien, ce territoire peut avoir le statut de commune. Et ça, c'est mieux renseigné dans la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008 qui organise le fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Donc, on ne va pas s'évader beaucoup là-dessus. Et donc, la commune en tant qu'entité a des organes de fonctionnement. Nous avons d'une part le collège exécutif communal et d'autre part le conseil communal. Le conseil communal, c'est comme l'assemblée délibérante au niveau de la commune. Au niveau national, nous avons l'assemblée nationale de qui émane le gouvernement national. Au niveau provincial, nous avons l'assemblée provinciale de qui émane le gouvernement provincial et qui d'ailleurs soutient et défend son programme devant cette assemblée et c'est la dite assemblée qui entérine le gouvernement et même qui investit ce gouvernement. Et au niveau local, nous avons les organes locaux que sont le collège exécutif communal qui est donc un peu comme le gouvernement de la commune et l'assemblée communale qui est donc le conseil communal. Et le conseil communal est constitué des élus locaux, donc les conseillers communaux, qui sont élus en principe au suffrage universel direct. Nous avons vécu cette expérience en 2023, les premières élections locales sous l'égide de l'actuelle constitution de 2006. Ça n'était jamais arrivé. Nous avons eu 4 cycles électoraux, mais ce n'est qu'en 2023, nous avons connu les premières élections locales. J'ai tenté cette expérience, je suis moi-même un élu local. Alors, du côté collège exécutif communal, il est constitué des autorités en son sein. Il y a d'abord le bourgmestre, ensuite le bourgmestre adjoint, et en dernier, les échevins communaux. Les échevins communaux sont comme des petits ministres, hein, mais au niveau local, mais qui s'occupent chacun d'un portefeuille précis ou des attributions précises lui attribuées par le bourgmestre en tant que chef de l'exécutif communal. Et donc, le bourgmestre, en tant que chef de l'entité communale, d'abord, il exécute toutes les matières qui sont délibérées ou toutes les résolutions prises par l'assemblée locale, donc le conseil communal qui est donc l'organe délibérant de la commune,
Et il y a plusieurs matières qui sont donc reprises à l'article 50 de la loi sur la décentralisation. On ne va pas s'évader là-dessus. Et donc, ce sont toutes ces matières, notamment l'éclairage public communal, la sécurité au sein de la commune, certains projets de développement communaux. Et donc, toutes ces matières sont délibérées et dès lors qu'elles sont adoptées, elles sont soumises au bourgmestre pour qu'il l'exécute en tant que chef de l'exécutif de la commune. Et c'est le bourgmestre qui représente la commune. Et là, j'ai parlé du bourgmestre de manière générale. Maintenant, je parle du bourgmestre adjoint, qui est donc le poste que j'occupe, le bourgmestre adjoint. Eh bien, il est l'un des membres de l'exécutif, mais n'a pas d'attribution propre. Il n'agit que lorsque il y a des dossiers précis qui lui sont attribués par le bourgmestre au nom de la solidarité dans la gestion de la chose publique. Eh bien, il peut se voir être attribué certains dossiers ou certaines matières, mais tout en faisant rapport au chef de l'exécutif, qui est donc le bourgmestre. Et ce n'est qu'en l'absence ou en cas d'empêchement de celui-ci, bourgmestre, que le bourgmestre adjoint peut maintenant pleinement agir. Donc, la loi n'a pas donné des attributions propres à un bourgmestre. C'est pourquoi moi, j'en subis un peu plus lorsqu'il y a des problèmes à limiter, comme je suis un peu un tic. Bon, Donc, j'en subis tellement. On va arriver à ce point-là. Donc, je ne sais pas, il y a... Oui, Vous on aurez va pu me laisser me arriver. déchaîner, puisque je sais qu'il y a toute la tutosphère là, que je n'ai pas d'attribution propre. Oui, on va arriver à ça, hein, puisque quand je lis un peu sur votre disons, page Twitter, je vois que vous, c'est pas les termes exacts, vous célébrez beaucoup de mariages, c'est comme ça qu'on fait ça au niveau de la commune. Okay. Donc, les mariages civils, vous présidez beaucoup de mariages civils. Alors, moi, je me disais à un certain moment, je pensais peut-être que ou c'est le rôle de bourgmestre adjoint, ou bien vous faites des tours avec le bourgmestre de la capitale, justement. Donc, maintenant, on vient de comprendre que vous n'avez pas un rôle spécifique, mais c'est le titulaire qui vous donne certaines tâches, ou vous le remplacez, ou bien la remplacez, puisque c'est une femme qui est bourgmestre à Limité. Alors, là, on vient un peu de comprendre comment ça fonctionne. Mais je voudrais un peu faire un pas derrière pour comprendre. Hein, avant d'être nommé bourgmestre adjoint, vous avez quand même travaillé comme chargé d'études au ministère de l'Intérieur, de la sécurité, de la centralisation et des affaires coutumières. D'abord, on voit que vous avez déjà en peu de temps accumulé beaucoup d'expérience au niveau de l'administration du pays. Donc, on le sent, hein, ça va vite, mais il y a quand même déjà l'accumulation de plusieurs expériences. Alors, quand vous êtes passé au niveau du ministère, pour être bref, vous êtes passé au niveau du ministère chargé d'études, il y a quand même des leçons que vous pouvez tirer. Hein. Moi, je me dis même comment, déjà au niveau du ministère, qui semble un peu plus haut qu'une commune, vous êtes nommé plutôt au niveau communal, alors que vous étiez déjà quand même chargé d'études au niveau du ministère. Bon, parlons un peu de cette nomination. Quelles leçons aussi, quelle expérience tirez-vous de cette expérience dans l'administration centrale quand même, hein, puisque le ministère, vous êtes un peu au niveau supérieur de la nation, quoi. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai tellement accumulé des choses que certains détails souvent m'échappent. Et bien, ces passages majestueux au ministère de l'Intérieur m'a permis aussi de comprendre davantage le fonctionnement de l'État. C'est comme vous l'avez dit, au niveau central, on a une vue assez large. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, il a dans ses attributions la politique d'administration du territoire. Et donc, le territoire national, la sécurité intérieure, tous les services de sécurité, les services spéciaux sont sous sa tutelle hiérarchique pour certains et d'autres techniques. Et c'est passage du ministère de l'Intérieur sous l'ancien VPM Acelo Kito Wakoy,
aujourd'hui député national, m'a permis de forger davantage ma perception de la gestion de l'État. C'est un ministère qui requiert, qui est d'abord très sensible de par les attributions qui lui sont dévolues, mais aussi qui vous permet d'avoir, comme je l'ai dit, une vue générale et plus globalisante du fonctionnement de l'État. Nous avions à notre solde des dossiers comme ceux des problèmes relevant des provinces, des problèmes relevant des instabilités d'institutions provinciales. En tout cas, à notre époque, c'était de plus en plus accru. Je me rappelle, il y avait plusieurs crises institutionnelles entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux auxquels nous étions confrontés. Et moi, j'étais dans ce pool-là, cette cellule, c'est comme ça qu'on appelait. Et il arrivait de temps en temps que nous ressassions certains cas d'instabilité politique, notamment celle du Sankourou, qui, vous le savez, vit une situation d'ingouvernabilité. Aujourd'hui, même, nous sommes au deuxième quinquennat du président, mais Sankourou rencontre toujours des problèmes. Et ce sont des cas auxquels nous étions confrontés à l'époque. C'est une province qui n'a pas vu un gouverneur pendant 5 ans ne pas être bougé. Donc, il y a toujours cette instabilité. Il y avait une partie à l'Équateur, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça que nous avons gérés et qui m'a permis d'affiner effectivement ma vue sur le fonctionnement de l'État et sur la collaboration entre institutions. Et aujourd'hui, me retrouver au niveau local, c'est comme vous l'avez dit, c'est comme partir en chute libre. Mais moi, je vois en cela une formation complète. C'est vrai que j'ai commencé du sommet et je suis reparti vers le bas. Bon, là, j'étais dans un cabinet politique. Nous servions le guide qui est le ministre, mais ici, vous co-gérez, vous êtes dans la gestion. Et je marie ce parcours à celui de plusieurs visages emblématiques de la politique française parce que je suis un fervent suiveur, passez-moi l'expression si ça existe, de ce qui se passe un peu en France. Et lorsque je vois certains parcours comme celui de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, qui étaient d'abord des acteurs locaux, certains conseillers communaux, d'autres maires de Paris, d'autres maires par-ci, par-là. Aujourd'hui, on a la nouvelle génération, celle des Bardella, celle de Gabriel Attal, ainsi de suite, Carlos Martins de Bilongo. Donc, je suis en train de voir tous ceux-là qui étaient des élus locaux, mais aujourd'hui, qui ont un parcours fulgurant et se retrouvent au niveau national. Eh bien, je m'identifie à eux et ça me permet, bien sûr, de tracer mon chemin petit à petit. J'ai été dans l'exécutif, j'y suis encore. J'ai été élu comme conseiller communal au niveau local et pourquoi pas demain franchir les étapes pour être voilà. Donc, comme on dirait un peu en lingala, bakalamingi quoi. En effet. Et aussi, au niveau local, j'ai aussi au niveau national, j'ai aussi un modèle, l'excellence Paloukou Julien, qui aussi a connu le même parcours. À l'Est, renseignez-vous, il a été tour à tour administrateur de territoire, maire de ville, il est devenu gouverneur, élu plusieurs fois au niveau national et aujourd'hui, il est un des acteurs au sein du gouvernement. Eh bien, c'est un parcours aussi. On vous souhaite déjà bonne chance. Hein. Merci. Voilà. Alors, vous continuez encore à gérer quand même la commune de Limete. Comme vous avez dit, hein, c'est une commune emblématique. Hein, c'est le siège de votre parti de PES. C'est la commune, disons, de Félix. Non, Félix, non, de papa. Hein, Étienne Tshisekedi, le père, Félix aussi. C'est lorsque vous lisez son ouvrage Pour un Congo retrouvé, il cite Limete, il dit vu les débuts de son parcours politique à Limete. Voilà, donc ce n'est pas une petite commune. Hein, donc, auparavant, la commune de Limete, c'est aussi là où habitaient les ministres, ainsi de suite. Alors, mais c'est une commune qui a beaucoup de réalités, une aussi disparité de situations. Il y a Limete, mais il y a aussi des faubourgs, des banlieues de Limete, là où la vie est un peu plus dure. Alors, on touche au point directement, c'est l'affaire, le dossier Pakadjouma, qui fait l'actualité maintenant, puisque vous êtes quand même
bourgmestre adjoint de Pakajouma. Alors, l'actualité, on parle, on voit sur les réseaux la situation de Pakajouma. Pouvez-vous préciser un peu ce qui s'est réellement passé à Pakajouma ces derniers temps d'abord, globalement d'abord, globalement avant de voir la suite. Très bien. Vous avez dit une phrase qui m'a fait rire quand vous avez dit que j'étais bourgmestre adjoint de Pakajouma. Bon, je l'assume parce que Ah non, 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 non. Alors là, non, non. Alors là, moi, je l'assume. Non, Je vais l'assumer parce que Pakajouma faisait partie des limités parce qu'on n'en parle plus. Pardon, Isaac. Si je pouvais déjà enlever ça même dans l'enregistrement. Non, ne vous en faites pas. Ça c'est très profond. Hein. Donc, c'était juste, bon, pas une aberration, mais je ne sais pas comment c'est venu. Non, pas bourgmestre. C'était un lapsus, ne vous en faites pas. Pour que les gens ça m'a rendre ça viral sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en effet, bourgmestre adjoint de la grande commune de Limité. Qui contient Pakajouma. Qui contient Pakajouma. Voilà. OK. Parce que ça n'existe plus. Parce que sinon, comme je l'ai dit, les gens vont couper cette partie pour commencer à rendre ça viral sur les réseaux. Ouais. J'espère qu'ils n'atteindront pas cette performance-là. Voilà. Pour répondre à votre question, Pakajouma, c'est un peu comme dans tous les autres pays, même en Amérique latine, il y a ce qu'on appelle ça. Donc, ça ne doit pas être une réalité purement congolaise. Les bidonvilles, à travers plusieurs États dans le monde, on en trouve. Et la spécificité avec toutes ces bidonvilles, c'est l'histoire même qui est rattachée à celui-ci ou à celle-ci. Donc, Pakajouma, je veux vous choquer, je suis né, j'ai trouvé cette réalité, ces bidonvilles qui existaient avant même que je n'accède aux fonctions. Je suis né à Limité, j'ai grandi à Limité. On connaissait déjà Pakajouma. Et d'ailleurs, Pakajouma, tout le monde, enfin, la renommée de ce coin s'est davantage accrue avec cette succession d'insertions dans nos musiques, que ce soit profanes ou chrétiennes selon les cas. Donc, c'est un coin qui a été chanté par plusieurs musiciens. Et il y a une histoire derrière. Il y a d'abord une connotation à laquelle on rattache, celle du désordre, la débauche, ainsi de suite, qui est donc rattachée à ces bidonvilles. Et bien, l'histoire de Pakajouma, c'est que ce sont des populations désœuvrées, pour la plupart, qui se sont retrouvées là de suite de l'exode rural, d'abord depuis l'époque du maréchal Mobutu. Donc, on avait vu un flux de personnes qui sont venues via le fleuve Congo et se sont retrouvés à Limité, parce que Limité est une commune littorale au fleuve Congo, et toutes ces personnes se retrouvaient à Limité, et le président Mobutu les avait demandé de s'installer là-bas momentanément avant que, bien sûr, qu'on trouve des endroits appropriés pour qu'ils soient installés. Cette réalité a demeuré. Il y a eu tour à tour ces bouleversements au sommet du pays avec Laurent Désiré Kabila, ensuite l'ancien président Joseph Kabila, qui d'ailleurs, lui, avait remis, selon ce qui nous a été rapporté, une certaine somme à ceux qui habitaient ces coins pour qu'ils puissent débarrasser le plancher, parce que le domaine occupé, cet espace occupé, c'est un domaine de l'État, certes, mais plus précisément de l'ONATRA, qui est donc une entreprise publique, l'Office national de transport, qui a donc son chemin de fer qui traverse ce domaine. Donc, le rail qui accueille les trains jusqu'à ce jour et se retrouve à cet endroit-là. Et donc, toute cette partie, une très grande partie du quartier industriel appartenait à l'ONATRA. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs spoliations tour à tour, mais petit à petit, l'ONATRA est en train de se démerder pour récupérer son domaine. Et donc, Pakajouma s'est installé à cet endroit-là. C'était à l'époque, c'était une centaine de personnes, et puis ça s'est développé, ça s'est développé, ça s'est développé. Aujourd'hui, on en comptait plus de 10 000 personnes qui se sont installées, mais qui habitent dans des conditions que je ne peux même pas décrire, des conditions précaires. Dans des maisons de tôle, des maisons de fortune. Et vous savez, lorsqu'il y a la précarité, la pauvreté, plusieurs activités indécentes s'y naissent. La prostitution, le proxénétisme, la délinquance juvénile, le vol, les extorsions, ainsi de suite, sans compter les maladies épidémiques. Je veux ici vous apprendre que le Mpox, lorsque le Mpox a commencé à Kinshasa, l'épicentre de la maladie,
C'était même à un moment l'épicentre de la maladie sur toute l'étendue du pays. Donc, à Pakajouma, il y avait un grand nombre de personnes atteintes par cette maladie de Mpox. Donc, Pakajouma a été, à une certaine époque, l'épicentre du Mpox. Donc, vous comprenez combien ça représentait un danger pour notre population. Mais que faire? Ce sont nos compatriotes qui se sont déversés à cet endroit, qui y habitaient. Il y a eu des semblants de solutions tour à tour, même à l'époque du gouverneur Ngobila, où il avait tenté de les bouger, mais ça n'avait pas marché. Mais cette fois-ci, l'ONATRA étant déterminé de récupérer son domaine, et surtout qu'il y a un projet de la réhabilitation de la voie ferroviaire à cet endroit qui devait s'effectuer, il fallait donc que ces personnes débarrassent le plancher. Alors, comment le faire? L'ONATRA a donc recouru à la main-d'œuvre du gouvernement provincial qui, dans le cadre de son programme du retour à la norme, qui permet donc à ce que l'État récupère l'entièreté de ce domaine, des endroits qui ont été empiétés par-ci, par-là. Et donc, avec le concours du gouvernement provincial, ils se sont donc vus être débarrassés. L'opération avait commencé depuis, je crois, depuis lundi. Mais après, ces gens-là étaient quand même mis en demeure depuis. Donc, ils savaient déjà qu'ils devaient quitter à cet endroit. Parce que certains avaient même été dédommagés. Monsieur le bourgmestre, on reste là toujours sur cette question. Hein. Donc, on a décidé, on demeure évidemment, mais on savait déjà quand même que ces gens, ce sont des pauvres gens qui sont là, parce que vous avez dit que même avant votre naissance, hein, qu'ils étaient là, et on les chasse de là avec les machines, disons, on a amené des bulldozers pour détruire. Mais quand on voit quelques jours après, c'est toujours dans votre commune quand même, on voit le long d'un grand axe routier qu'ils ont de nouveau occupé. C'est devient encore très scandaleux, très dangereux même. Pour d'abord l'aspect de la ville et de votre commune, hein, chère commune, et puis aussi pour les gens qui sont là, pour les gens qui doivent passer, ils ont peur qu'ils soient attaqués par les bandits. Et les gens qui sont là, dans quelles conditions ils peuvent vivre, puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilettes. Qu'est-ce que ça fait? Puisque c'est au niveau du gouverneur, évidemment, mais vous, comme dirigeant de la commune, ça doit quand même vous préoccuper. Ça fait un problème. Bien sûr, ça nous préoccupe, c'est pourquoi on en parle. C'est pourquoi j'ai porté la voix sur les ondes d'une très grande radio ici, la radio Top Congo, pour expliquer bien sûr ce que je vous explique ici, toute cette historique, mais aussi sur l'issue de cette opération. J'ai parlé ici des démolitions qui ont commencé depuis mardi dernier. Bien sûr, ça a créé quelques obstructions parce qu'il y avait des manifestants dans la matinée qui s'en suivaient, et puis il y a eu des échauffourées qui ont même causé des dégâts aussi bien humains que matériels, et bien parce que ces gens ne voulaient pas quitter à cet endroit. Donc vous pouvez beau les expliquer que dans les conditions dans lesquelles vous vivez, ça ne permet pas à ce que vous puissiez continuer comme tel. S'il faudrait les délocaliser, ils étaient toujours, c'est vrai qu'on s'entend, parfois on remettait des sommes d'argent, mais qu'ils utilisaient et puis demeuraient toujours à cet endroit. Et bien cette opération c'est faite. J'ai dit ici que ce domaine est un domaine de l'ONATRA, parce que la tendance serait comme quoi, voilà, ce sont nos concitoyens, pourquoi on les a chassés comme ça, on pouvait trouver une solution pour eux, alors qu'ils étaient dans une situation d'irrégularité. C'est un peu comme moi, je me réveille un matin, je prends mes tôles, mes bois, je vais construire une cabane devant le palais du peuple, parce que le palais du peuple aussi est une institution de l'État. C'est un domaine public, c'est vrai, mais appartenant à l'État. C'est inconcevable. Autant ce domaine a droit au respect et à la disposition de celui qui en est le bénéficiaire, autant l'ONATRA aussi devait bénéficier ou disposer de son bien comme bon lui semble. Et donc, ces gens se sont retrouvés là-bas, et avec le concours, bien sûr, du gouvernement provincial, ils ont été délocalisés. Vous avez vu certaines images circuler, qu'ils étaient le long du mur, c'est parce qu'il y avait encore une commission qui devait se réunir et qui a d'ailleurs abouti à des conclusions comme quoi il fallait les relocaliser vers Bouma. Bouma, c'est un des coins dans la commune de Maluku. Et donc, les opérations ont commencé aujourd'hui depuis 5 heures. Aujourd'hui, vendredi 13, c'est depuis 5 heures qu'ils ont commencé à être évacués avec bien hommes, enfants, ainsi de suite, pour qu'ils aillent être finalement relocalisés à cet endroit-là.
Et donc, je pense que demain, si vos caméras sont efficaces, cher père, vous pouvez faire circuler et que un vide Nous, on n'a pas de caméra comme ça. Alors, Patricia. Merci. Bon, donc, quand on vous écoute, hein, on se rend bien compte que, en fait, c'est vraiment un problème structurel qui n'a pas été pris au sérieux et qui n'a pas été réglé. Donc, ce qui se passe maintenant, ce sont que les conséquences, en fait, de l'absence de décision. Et souvent, moi, personnellement, ça me dérange quand on dit ils doivent quitter, ils doivent déguerpir, parce que déjà, à la base, ils devaient même pas être là. Et comme ils se sont mis là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'endroit où ils pouvaient être. Et quand on s'est rendu compte que toutes ces personnes ont construit ça s'est accumulé, c'est devenu un bidonville, ça s'est agrandi. Et puis, c'est arrivé à un moment où on ne sait plus, en fait, délocaliser ou bien déloger, puisqu'ils sont nombreux. Les enfants naissent là, etc. Donc, ça devient compliqué. Maintenant, moi, je me dis, hein, bon, c'est vrai que ce n'est pas la responsabilité du président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est sa responsabilité, mais le problème est antérieur à lui, évidemment. Mais à part cela, quelles sont les mesures d'urgence, en fait, à part juste déplacer des gens d'un point et aller les mettre à un autre point, où de toute façon, ils ne seront pas logés, on le sait. Quelles sont les mesures d'urgence, en fait, hein, ou des programmes d'assistance que vous pouvez apporter à ces gens-là en tant que bourgmestre adjoint? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en place pour apporter une assistance vraiment plus canalisée et plus stratégique? À notre niveau, comme je l'ai dit, les métiers se sont concernés ou intéressés parce que les faits se passent sur notre territoire. C'est pourquoi nous sommes directement indexés et nous apportons l'information de la manière la plus succincte possible. Parce que déjà, nous ne sommes pas dans l'opération, même ces démolitions et même dans la délocalisation. C'est une initiative initiée, excusez-moi, passez-moi la tautologie, par l'ONATRA. C'est comme des faits qui se passent dans une parcelle, parce qu'aujourd'hui, l'ONATRA, c'est une entreprise publique relevant du droit privé. Donc, c'est une société de l'État, mais qui est régie par les règles de droit privé, les règles de l'OADA. Et donc, c'est une entité qui existe de manière singulière, enfin, comment je veux dire, juridiquement, elle existe comme une personne morale de droit. Et donc, c'est comme le père Jean-Pierre, il a sa parcelle, il y a des faits qui se passent là, c'est vrai que ça se passe à limiter, mais c'est lui qui dispose de tout ce qui se passe là-bas. Et donc, c'est une action initiée par l'ONATRA, bien sûr avec le concours du gouvernement provincial, mais qui doit être gérée par l'ONATRA de manière tout à fait autonome. Donc, la commune de Limité s'y intéresse parce que les faits se passent quand même sur notre population, mais il y a aussi certaines questions de sécurité qui s'y appellent, donc la sécurité des personnes et des biens. Et puisque nous sommes là pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans notre entité, c'est pourquoi on s'invite sur cette table-là. Mais par rapport à l'assistance, ainsi de suite, tout ce qui va avec, je pense qu'il relève de l'ONATRA et du gouvernement provincial. D'ailleurs, les premières mesures ont été prises. Cette relocalisation vers Maluku, ce sont donc les premières mesures qui ont été prises. Et peut-être que le gouvernement provincial pourra communiquer davantage sur les modalités pratiques de cette assistance, de cette relocalisation, pour que nous en soyons tous fixés. Si nous avons l'occasion peut-être de revenir, nous pourrons peut-être davantage vous apporter des éléments. Mais cette opération est menée par le gouvernement provincial et l'ONATRA SA en tant qu'entreprise publique de l'État et ayant une personnalité morale, distincte de celle de la commune, parce que la commune aussi a une personnalité morale. Donc, à ce niveau, ce sont ces deux acteurs qui doivent être questionnés et qui sont les mieux placés pour apporter des réponses et des solutions. D'accord. Merci. Et c'est à peu près combien d'habitants à Pacadjouma? C'était, puisque ça n'existe plus. C'est combien d'habitants? En tout cas, on a des nombres un peu plus de 10 000, hein? Un peu plus de 10 000. D'accord. C'est énorme, hein? Femmes, Beaucoup, enfants,
père, mère, ainsi de suite. Oui, alors, puisque certains parlaient même de 20, 25, et puis, à dire vrai, hein, c'est pour un peu enlever aussi ça de nos têtes et des têtes des gens. C'est quand on vous entend parler qu'on connaît la réalité des Pacadjouma, même s'il y avait déjà des personnes qui ont écrit même des livres sur Pacadjouma. Pacadjouma devient un peu un symbole seulement de femmes qui se vendent, alors que c'est toute une vie qui était là. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Quand on parle de Pacadjouma, les Bien gens sûr. voient seulement la prostitution. Ça, on ne se le cache pas. Alors que c'était toute une vie. Donc, des gens qui vivaient là-bas, des familles, des enfants. Une petite cité, hein. Ça, c'est une réalité énorme. Hein. OK. Alors, une question un peu, quand on voit votre parcours, hein, ça va vraiment vite, et quel conseil vous pouvez donner à d'autres jeunes? Peut-être je souhaiterais qu'un jour que vous soyez aussi ministre de la Jeunesse, hein, pourquoi pas. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes par rapport à de la justice? Pourquoi de la justice? pas de l'économie? Parce que j'ai fait les droits des affaires. Exact, exact. Oui, parce que, bon, lorsque je suis souvent confronté à ça, les gens, quand ils me voient, je suis jeune, pourquoi pas ministre de la Jeunesse, pourquoi pas, alors qu'il y a plusieurs endroits où on peut servir, pas seulement en tant que ministre, peut-être même dans certaines entreprises du portefeuille de l'État. Et aujourd'hui, je sers au niveau local. Je suis pleinement dans mon élément, j'en suis satisfait. Et demain, si il plaira aux autres autorités de porter à d'autres fonctions, et ben, si et seulement si il s'agira de servir l'État en toute intégrité. À mon niveau, ce que je peux donner comme conseil à la jeune génération, bon, lorsque parfois on me dit de donner des conseils à la jeune génération, aux jeunes, mais je me dis, est-ce que moi-même je suis encore dans cette jeune génération ou je me détache déjà? Donc, je ne sais pas si je dois dire que je suis à cheval ou quoi. Ce que je conseille souvent aux jeunes, c'est d'abord de prendre les études au sérieux, c'est la base. Moi, si j'ai pu gravir très rapidement les échelons, c'est à cause de mon parcours, aussi bien scolaire qu'académique. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Mais quelques distinctions que j'ai faites, ce ne sont pas des distinctions bricolées. Vous savez, lorsqu'on passe à l'UNIKIN, on ne sort pas sans blessure. Donc, on a des meurtrissures sur soi. C'est beaucoup d'années de travail, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de sacrifices et qui ont permis de forger la personne qu'on est aujourd'hui. Et donc, ces parcours à justifier, bien sûr, ce que je suis aujourd'hui. Et je suis quelqu'un qui mérite toujours l'ambition. C'est pourquoi je conseillerais aussi l'ambition de ne pas voir les choses au-dessus de soi. Se dire que les choses peuvent être affrontées. Des réalités peuvent être affrontées, des défis peuvent être affrontés et on peut arriver au-delà de ces défis. Par exemple, lorsque j'ai pris mon inscription au Collège de hautes études de stratégie et de défense, j'étais le plus jeune de cette session. Et lorsque parfois je me levais pour poser des questions, parfois certaines personnes me disaient, mais toi, parce que généralement, pour la plupart, ce sont des hauts cadres de l'administration, des politiques, ainsi de suite. Souvent, on me dit, mais tu es l'assistant de qui? Tu viens pour assister qui finalement? Est-ce qu'il y a un ministre qui est indisposé et pour qui tu viens faire les bons offices? J'ai dit non. Même à la barrière d'entrée, quand j'ai entré, parce que c'est un collège qui est sous tutelle du ministère de la Défense. Donc, les militaires qui étaient commis à la surveillance, quand je venais pour entrer, ils me disaient, mais tu cherches quoi? Bien habillé, je viens pour les cours, mais j'étais obligé de me présenter à chaque fois pour dire, je suis auditeur, je suis auditeur, je suis auditeur. Et donc, je ne faisais pas la barbe que j'ai aujourd'hui, j'étais encore très jeune, c'était en 2022. Et donc, c'est cette envie, cette ambition de voir les choses au même diapason que nous, mais pouvoir les affronter et les dépasser, qui m'a permis, bien sûr, à franchir plusieurs obstacles. Donc, les études, l'ambition, mais aussi savoir lire les signes du temps. La rencontre entre l'opportunité et la personne, en un temps favorable, ça peut vous permettre de vous propulser plus loin. Et la dernière chose que je conseillerais, c'est de ne pas se fourvoyer ou se compromettre, la compromission. Aujourd'hui, on sait qu'en politique, pour naître, pour faire un parcours, pour émerger, soit vous devez faire le gloriole, soit vous devez chanter les gloires de quelqu'un, soit vous devez toucher à tout ce que je ne peux pas citer ici pour des raisons d'éthique. Mais il y a aussi ceux qui se distinguent par un parcours politique
un engagement citoyen. Moi, c'est plus les conférences, les rencontres citoyennes, les rencontres des réflexions qui ont forgé ma personne et ma passion aussi pour mon parcours politique. Et c'est tout ça qui a permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je le dis souvent lorsque je vais dans des conférences, dans des colloques, je dis souvent à ceux qui participent qu'hier j'étais comme vous, j'étais assis comme vous, j'apprenais comme vous, mais aujourd'hui je suis convié à plusieurs colloques, parfois avec des panélistes que nous rêvions voir ou rencontrer autrefois, mais que nous sommes co-panélistes. Pour moi, c'est un motif de fierté. Et c'est tout ça, en fait, que je peux conseiller à la jeune génération. Donc, d'éviter la compromission, d'être ambitieux, de toujours vouloir relever les défis, mais aussi de se former davantage. Aujourd'hui, nous avons plusieurs outils de formation, les NTIC, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont à notre disposition. Et donc, ça vous permet même de vous auto-former parce que les gens, lorsqu'on parle de formation, ils voient a priori les parcours académiques, bien que cela aussi soit important et nécessaire parce que les diplômes, le papier, c'est toujours important pour justifier le niveau que détient la personne. Mais il y a aussi cette possibilité de s'auto-former lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens et de se valoriser dans la société. Donc, voilà un peu les conseils que je peux leur donner et pour que demain qu'ils aient aussi la chance d'être invités à dialogue avec, comme je l'ai été aujourd'hui. Et voilà, les portes sont ouvertes. Hein, donc, voilà. Vraiment. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre et maître. Il faut de temps en temps mettre ça, puisque sinon on va oublier. Hein, que En vous êtes effet, maître. je l'ai dit souvent, je suis d'abord avocat dans mon intérieur, ensuite je suis tout autre. Voilà. Tout autre chose. Donc, puisque ça, personne ne va vous enlever ça, tandis que bourgmestre adjoint, vous pouvez changer, mais maître, vous le restez. Alors, merci beaucoup, Patricia. Merci pour ces bons conseils. J'espère que nos auditeurs vont en profiter. Si vous étiez une citation, laquelle vous représenterait le mieux? Ouf, ça, je ne m'y attendais pas. Ça, c'est dialogue avec. Il y a plusieurs citations qui me fascinent. Hein, mais souvent, j'aime celle de... Je ne sais pas si ça doit être des Gandhi ou de Mandela, mais je crois en fait, c'est cette citation qui dit qu'il faudrait que nous soyons le changement que nous voulons voir demain. Ce changement doit commencer par nous-mêmes. Donc, si nous voulions que les choses changent, commençons d'abord par changer nous-mêmes. On ne peut pas éradiquer un vice de l'extérieur alors qu'on les contient de l'intérieur par nous-mêmes. Donc, c'est toujours cette citation qui m'a toujours fasciné. Je me dis qu'avant de demander aux gens de ne pas faire, moi-même, je dois d'abord être en mesure de ne pas le faire. Il ne faut pas demander à quelqu'un de ne pas être délinquant alors que vous avez les vices de la délinquance en vous. Il ne faut pas demander à quelqu'un de ne pas se compromettre en politique. Mais après, il n'y aura plus de caméras, c'est vous qui êtes à la première ligne de la compromission. Et donc, nous devons être le changement que nous voulons voir demain. Et donc, Oh, on a perdu. Non, c'est vous. Hein. C'est moi? Ok, j'ai pensé qu'il était parti. Pardon, c'est toi. Ok, ouais, mais donc oui, c'est bien une citation de Gandhi en fait. Hein. Je pense que c'est Gandhi. Mais, très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est à vous, Père Jean-Pierre. Ah oui, je pensais que, puisque vous avez toujours beaucoup de petites questions, des sous-questions, de 3 livres et ça comme ça, bon, anyway. Ah oui, c'est vrai que aujourd'hui j'ai oublié la question des 3 livres, mais je vois qu'il est figé, il n'est pas connecté. Ou c'est moi? Bon, je ne sais pas, voyons un peu. Si. Voilà, il était figé, il donc tu as bien vu. Je crois qu'il ne va pas traîner à revenir. Hein, mais on a eu quand même de la chance, il faut dire, Patricia, puisque moi j'avais peur au début là qu'on ne puisse même pas faire 20 minutes. Hein, et heureusement que nous sommes presque déjà à la fin et que voilà. Je pense que quand il revient, on fait le miroir et puis on et voilà, oui. La connexion n'est pas très fiable. Il n'est pas encore, voilà, je crois que ça ne va pas trop traîner. On a eu quand même de la chance avec la grosse pluie qu'il y a eu à Kinshasa.
qu'il puisse Exact. tenir pendant 7 ans. On ne sait pas si peut-être l'électricité est partie ou il n'a plus de batterie ou quoi, mais espérons, croisons les bras, qu'il va vite nous revenir, puisque voilà, il est vite revenu. Dieu merci. Hein. Nous avons un peu de chance aujourd'hui. Hein. Voilà. Oh, 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 Beaucoup, hein, parce que on est à Kinshasa, donc Ouais, je ne on sais sent pas même les vous en changements. Hein. dire Il ne faut assez. même pas le dire. On sent les changements là. On dirait que voilà, le courant n'est merci. plus là, mais heureusement. Bon, on va vite finir. Alors, on a l'habitude Oui, de faire avec la passer Twitch, devant ça n'a pas été trop évident aujourd'hui. Voilà. En tout cas, là, on finit d'une autre manière, et ça, c'est la réalité De aussi faire de la Kinshasa. Et... superposition, donc, cette histoire de voyer, donc vous devez être le changement que vous voulez voir demain dans le monde. Donc, c'est la citation OK. qui me fascine et qui me passionne. Merci Voilà. beaucoup. C'est de Gandhi. Voilà. Alors, Merci. maintenant vous nous attendez au moins, hein, vous nous attendez, ça passe? Oui, moi, je vous entends bien. OK, tant mieux. Alors, nous allons vous laisser seuls pour passer un moment de miroir. Je crois que c'est très important. On ne laisse jamais partir l'invité sans qu'il se présente seul devant le miroir. Le miroir, c'est en fait l'exercice plus simple aussi, parfois aussi complexe. Donc, c'est Maître Isaac Mukendi qui parle à Maître Isaac Mukendi dans le sens que vous parlez d'abord à Maître Isaac Mukendi de ses qualités et puis après de ses défauts et puis aussi des conseils qu'il peut donner, donc il peut se donner lui-même. Donc ça s'appelle Miroir. Nous allons vous laisser seuls devant l'écran pour le faire et puis nous allons revenir pour essayer de nous séparer pour aujourd'hui. OK. Alors, miroir, Maître Isaac Mukendi, aujourd'hui, tu as pris part à un dialogue avec. Tu sais très bien que ça a été un bel exercice, mais un exercice qui appelle l'élite. Ne te considère pas comme si tu as déjà atteint le niveau que tu as toujours voulu de toi. Dis-toi que c'est une expérience faite, mais que demain, tu feras encore mieux. Si aujourd'hui, tu es sur dialogue avec, c'est parce que on a découvert ton engagement, ton sens de responsabilité, ton attachement à ta communauté, à ta patrie, à ton État. Et tu sais bien que tu as les énergies nécessaires pour faire bien mieux. Continue sur cette lancée, rends-toi disponible pour ta communauté, continue à œuvrer pour le retour de l'égalité de tous dans ta communauté, chose qui a toujours fasciné et forgé ta lutte pour que demain ta communauté soit meilleure. Surtout, ne te compromets pas, reste la personne que tu es, mais reste toujours mu par un seul idéal, c'est celui, comme je l'ai dit, du bien de ta communauté et l'intérêt général, et de surcroît l'intérêt de tout le peuple congolais que tu chéris et que tu apprécies tant. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux te donner comme conseil et demeure sur cette lancée, que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup pour ces monologues. En fait, bon, nous, on fait ça, bon, on fait semblant. On a suivi comme les téléspectateurs. Donc, il n'y a pas de questions sur cet aspect-là. Patricia? Merci, merci à notre invité. Merci, c'était très inspirant et je pense que nos auditeurs vont profiter de la vidéo et surtout de vos conseils et puis du partage que nous avons eu aujourd'hui sur notre chaîne YouTube et ça sera disponible. Donc, il faut partager au maximum pour édifier nos concitoyens congolais. Merci beaucoup, maître. Voilà. Alors, je te remercie. Avant de nous séparer, quand même, est-ce que on vous a bien traité? Oui, vous avez été très patient avec moi, surtout que ici à C'est une Kinshasa, il y a vertu, eu hein, la beaucoup de... patience. Je sais que le père m'a beaucoup secoué. On avait même fait le test main levée, gauche, droite, ainsi de suite. Hier, tout était nickel jusqu'à ce que
la nature en décide autrement. Et même quand il m'a demandé si on pouvait décommander l'émission, j'ai dit non, 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 non. Qu'importe les conditions qui vont s'imposer, j'ai même chargé d'opérateur pour que voilà, qu'on ait des bonnes conditions. Mais hélas, il y a quand même quelques petits soucis, mais l'essentiel du message a été passé. Seulement que je pars avec un petit regret, c'est que je ne veux pas écrire sur le livre d'or comme le président autrefois. Mais j'espère que lorsqu'on se retrouvera, cher père, veuillez ramener le livre d'or pour que j'y passe quelques écritures aussi. Merci. Voilà, quand je viendrai prochainement à Kinshasa, je vais amener le même livre d'or. Et comme ça, vous allez voir qui a déjà signé dedans. Et il y a J'espère qu'il y a encore notamment. assez de pages. Pardon? Il y a encore de la place pour Ah oui, il moi y a aussi. encore assez de. C'est pas même encore la moitié, puisque bon, ce n'est pas tout le monde qui Ah, signe quand même dedans. Hein. Et là, vous vraiment. allez vous étonner de voir, par exemple, la signature d'un certain Ekoumani. Papa Wemba aussi a déjà signé dedans, donc Oh, avait signé dedans. Donc, ok. Ah, je serai très heureux et très privilégié. voilà. Donc, prochainement, quand je viens à Kinshasa, je vais amener ça comme ça. Vous laissez aussi votre Magnifique. signature dedans. Alors, en tout Magnifique. cas, un grand merci pour avoir été avec nous, de partager cette expérience. C'est vraiment très intéressant. Ça édifie surtout les jeunes qui nous suivent, et pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles, pour dire, voilà, si vous voulez évoluer dans la vie, il faut travailler, il faut assez de discipline, de conviction, savoir ce qu'on fait à part les études. C'est aussi la manière de voir la vie et d'être sérieux. Et on vous fera confiance et vous aurez des responsabilités rapidement dans la vie. Donc, c'était un grand plaisir en tout cas de vous recevoir aujourd'hui. Nous vous remercions d'ailleurs pour ça. Et nous nous excusons encore une fois auprès de nos téléspectateurs puisque on a eu un retard d'une heure, ce qui n'est pas de nos habitudes, mais on doit comprendre, dans la vie, il faut beaucoup de patience, puisque ça ne dépendait pas de notre invité, ça dépendait des circonstances, des réalités même, des météos aussi à Kinshasa. Il a beaucoup plu à Kinshasa aujourd'hui, ce qui a conditionné aussi la connexion à l'Internet. En tout cas, un grand merci. Vous allez suivre encore cette émission en rediffusion et vous allez aussi la retrouver sur notre chaîne YouTube que vous pouvez partager aussi avec vos amis. Un grand merci donc à vous, chers téléspectateurs. Nous vous annonçons une autre émission spéciale la semaine prochaine. Je crois que ça devrait être mercredi où nous allons nous retrouver pour le souvenir de 20 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous essayerons de réunir pour vous les témoins de cette Constitution qui ont participé aussi auparavant au dialogue qui avait eu lieu à Sun City. Nous ferons un effort vraiment pour avoir leur point de vue et nous allons débattre de cela dans un panel. Je crois que ça sera le mercredi prochain, le 18 février. Un grand merci aussi à notre complice de présentation de dialogue avec la fameuse Patricia Temoun. Patricia Temoun, merci beaucoup d'être toujours là. Voilà. Et puis, encore une fois, à notre maître, Isaac Moukeni. Le reste, ça vient après. Il est, pour le moment, bourgmestre adjoint de la grande commune délimitée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous lui souhaitons vraiment bonne chance pour le futur. Donc, devenir même gouverneur de la ville de Kinshasa, il peut aussi, puisqu'il a toute la formation requise, il a de l'expérience, ou ministre du gouvernement, et puis le reste. Peut-être ambassadeur un jour en Italie, comme ça on se verra très souvent. Voilà, en tout cas, pour nos téléspectateurs qui sont dans le même fuseau horaire que nous leur souhaitons une bonne soirée. Et puis, ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, bonne continuité de la journée. Ceux qui sont au pays des soleils levants, bonne journée qui commence. Nous nous retrouvons donc prochainement avec le même plaisir et avec le même service. Et fidèle toujours au rendez-vous. Au revoir et à très bientôt.